Cassandre ne prédit plus dans l'eau, Morphée clandestin, bienvenue dans Dialectique Noire. Je ne cherche pas à imposer une vérité, ni à détruire pour le plaisir de casser. Les croyances, les idéologies, les récits qui nous structurent, je les regarde, je les questionne, parfois je les fissure. Mais derrière chaque fissure, le réel s'engouffre. Et il ne suffit pas de l'exposer. Il faut aussi l'adoucir, l'enchanter, lui redonner un peu de poésie. Je crois qu'il y a mieux à faire que d'uniquement dénoncer. On peut proposer autre chose, sans violence, sans prétention, simplement en traçant un chemin, en tendant une ligne que chacun peut suivre. Ce que vous allez entendre, ce n'est pas un manifeste, c'est une promenade, une tentative, un mouvement vers ce que nous pourrions être, si on acceptait de regarder ce que nous sommes déjà. Rien de plus, rien de moins. Je vais vous parler de la morale, alors n'oubliez pas que Caïn relie Kant, Jésus doute du pardon, bienvenue dans Dialectique Noire. Contrairement à la morale religieuse, fondée sur des dogmes extérieurs à l'homme, je défends une morale immanente, c'est-à-dire issue de l'humain lui-même, de sa nature sociale, de son empathie et de sa capacité à raisonner. Pour moi, la base est simple, ne pas nuire à autrui sans nécessité, et chercher à réduire la souffrance autant que possible. Cette approche pourrait tendre vers l'utilitarisme, faire le plus de bien sans attendre de paradis, mais simplement parce que cela fait sens ici et maintenant. Cependant, l'utilitarisme pur a ses dérives. Si on l'applique sans frein, on peut finir par justifier l'injustifiable, sacrifier un innocent pour en sauver 5, manipuler les masses au nom du bien commun, nier les droits d'un individu parce qu'il gêne une majorité. C'est là qu'intervient la pensée de John Rawls. Une morale cohérente ne peut pas piétiner l'individu, ni sacrifier ses droits au nom d'un intérêt collectif abstrait. Comme il écrit dans Théorie de la justice, chaque personne possède une inviolabilité fondée sur la justice que même le bien-être de la société, dans son ensemble, ne peut pas outrepasser. Il rappelle aussi que les droits garantis par la justice ne sont pas sujets à des négociations politiques ou au calcul des intérêts sociaux. Il a donc des droits fondamentaux à respecter, des garde-fous à poser, le droit à la vie, à la liberté, à la dignité, et à ne pas subir de traitements arbitraires ou dégradants. Une société juste ne peut pas écraser l'individu pour imposer une vision du bien, même bien intentionnée. Il était important de le dire. Maintenant, continuons la promenade. Avant même que l'homme soit capable de penser la morale, la vie elle-même reposait déjà sur un principe de cohésion. Dès les premières formes de vie multicellulaires, la survie dépendait de la coopération, la communication, la spécialisation et la non-agression entre cellules du même organisme. C'est cette logique, sobre, vitale et structurante, que l'on retrouve ensuite dans les comportements sociaux animaux, puis dans les sociétés humaines. Comme l'écrivait Darwin dans La filiation de l'homme, tout animal doué d'instincts sociaux bien développés acquérera inévitablement un sens moral dès qu'il aura des facultés intellectuelles assez développées. Je pense que Darwin n'entendait pas par là réduire la morale à un simple instinct, ni prétendre que la sélection naturelle produit des lois éthiques. Il identifie plutôt une tendance émergente. Quand des êtres vivants deviennent à la fois sociaux et conscients, alors l'idée de bien et de mal devient possible. Non pas comme une vérité révélée, mais comme prolongement lucide d'une logique coopérative plus ancienne. Ce que j'appelle capacité morale n'est donc pas une invention humaine tombée du ciel, ni un dogme figé. C'est l'expression consciente d'un principe biologique antérieur, inscrit dans le vivant lui-même. On n'a pas besoin d'un prêtre ou d'un verset pour comprendre ce qu'il ne faut pas faire. L'humain naît avec une capacité morale, une disposition naturelle à percevoir la souffrance qu'il inflige, une conscience directe de l'impact de ses actes sur les autres. Cette capacité passe par l'empathie, par la perception immédiate de ce que l'autre ressent. Mais l'humain peut aussi décider de l'ignorer, par intérêt, par peur, ou parce que le monde dans lequel il grandit déforme cette perception. C'est le moule social, culturel, éducatif, qui vient structurer subjectivement cette capacité morale, la canaliser, l'étouffer ou la détourner. En effet, l'histoire humaine montre, malgré tout, une tendance lente, mais réelle, à la diminution de la violence globale à travers l'histoire, comme l'ont documenté des chercheurs comme Steven Pinker, dans La part d'ange en nous, qui établit une baisse des violences à long terme. Nos ancêtres étaient beaucoup plus violents que nous le sommes, la violence est en baisse depuis très longtemps. Et nous vivons durant ce qui est probablement la période la plus paisible de l'existence de notre espèce. Il y a aussi Norbert Elias, dans La civilisation des mœurs,
Il montre comment les sociétés ont appris à canaliser la violence. La violence directe, manifeste, tend à être remplacée par des formes de contrôle plus subtiles et intériorisées. Ces données ne prouvent pas une bonté naturelle, mais elles confirment que lorsque les conditions le permettent, la capacité morale trouve un terrain fertile. Alors, cette capacité morale que je défends n'est pas qu'une intuition. Elle se manifeste dès que les conditions sociales le permettent. Ce n'est pas parce que l'humain serait devenu intrinsèquement meilleur, c'est parce que cette capacité morale a toujours été là, simplement prisonnière des contraintes de survie, des structures de pouvoir ou de domination idéologique. Et certes, le monde moderne n'est pas exempt de violence, mais ce ne sont plus, dans la plupart des cas, des actes spontanés d'individus ordinaires. Ce sont des violences industrialisées, bureaucratisées, idéologisées, souvent produites par des élites organisées ou des systèmes impersonnels. La majorité des humains, eux, lorsqu'ils ne sont pas broyés par ces cadres, lorsqu'ils peuvent agir selon leur propre perception morale, tendent vers l'entraide, la retenue, la réparation plutôt que la destruction. C'est une preuve silencieuse mais fondamentale que cette capacité morale n'a pas disparu. Elle est toujours là, mais elle se heurte à ce que les systèmes dominants ont appris à instrumentaliser ou désactiver. Cette capacité n'est donc pas seulement émotionnelle, elle suppose aussi de comprendre le réel. L'ignorance, l'endoctrinement ou la désinformation peuvent affaiblir l'exercice de la morale. Non pas parce qu'elle disparaît, mais parce qu'elle s'atrophie, faute d'outils pour percevoir les effets de nos actes. C'est là que l'éducation, l'expérience et la lucidité deviennent des leviers essentiels. Elles permettent à l'empathie de devenir action juste, à la conscience de s'étendre au-delà de l'immédiat. L'intelligence ne rend pas morale, mais elle amplifie la portée de l'empathie. Elle lui donne une vision plus grande. Si je fonde la capacité morale sur l'empathie, ce qui est le cœur de mon propos, alors je dois reconnaître que l'humain n'est pas le seul à en être porteur. Certains animaux, primates, cétacés, éléphants, montrent des comportements d'entraide, de deuil, de coopération, parfois même envers d'autres espèces. Plus encore, certains interviennent pour stopper une agression, séparer de congénères, calmer un conflit. Ce sont des signes rares, mais puissants, d'un début de régulation morale. Il ne s'agit plus seulement d'un écho émotionnel ou d'un réflexe social, mais d'un acte délibéré, qui tend à réduire la souffrance ou à rétablir l'équilibre. Cela ne signifie pas que ces animaux construisent une morale, au sens humain je veux dire, avec des concepts, des normes universelles ou des systèmes éthiques transmis. Mais cela montre que la capacité morale est peut-être un gradient, et pas un mur. Que l'intelligence couplée à l'empathie peut faire naître des choix moraux élémentaires, même sans langage. Et si cette capacité morale n'était pas un accident humain, si elle était l'une des conséquences naturelles de la complexité vivante elle-même, un produit émergent de la conscience, comme la mémoire ou le langage. C'est amusant de penser que peut-être quelque part dans l'univers, d'autres formes de vie, arrivées à un certain stade, en viennent-elles aussi à refuser de tuer sans nécessité, à épargner ce qu'elles peuvent, à définir des lignes invisibles entre survie et domination. Ce serait peut-être notre vrai point commun universel, non pas le carbone ni l'ADN, mais cette tension morale minimale. Bon, c'est peut-être juste moi qui projette mes idées d'animal ému sur des civilisations invisibles. C'est sans doute beaucoup trop optimiste et anthropocentré. Mais c'est rigolo de pousser un raisonnement jusqu'à ces derniers retranchements. Juste pour voir s'il craque. Fin de la parenthèse. On revient sur Terre, on respire, et on continue la promenade. C'est pourquoi je ne prétends pas que l'humain soit le seul être moral, mais il est, à ce jour, le seul à avoir transformé cette impulsion morale en système de pensée, en éthique formulée, en institution, en discours, pour le meilleur comme pour le pire d'ailleurs. Cette singularité n'efface pas la continuité du vivant, au contraire, elle la prolonge et la rend visible. L'humain hérite d'un long passé où survivre signifiait coopérer, éviter le conflit, préserver l'équilibre. Certes, ce chemin a aussi été marqué par la guerre, la domination, l'exploitation. Nous ne sommes pas seulement héritiers de la paix, nous sommes aussi héritiers du conflit. Et dans ma définition, ces violences restent immorales. Mais elles n'empêchent pas l'idée de progression, de tendance. Comme l'écrivait Bakounine, l'homme est parti de l'esclavage animal et, traversant l'esclavage divin, terme transitoire entre son animalité et son humanité, il marche aujourd'hui à la conquête et à la réalisation de son humaine liberté. Finalement, peu
Peu importe que demain nous retombions à l'âge de pierre, dans le chaos et dans la survie, je reste convaincu que cette capacité morale immanente réapparaîtra, parce qu'elle est en nous, enracinée, non comme un progrès linéaire, mais comme une direction, un point de tension intérieure que rien ne peut effacer durablement. C'est un peu notre sixième sens, un sens moral, primitif et profond, qui n'a pas besoin de dogme ou de loi pour exister, mais seulement d'un espace pour respirer. Un sens oublié, souvent brouillé par la peur, le pouvoir ou l'ignorance, mais toujours prêt à surgir quand il devient vital de faire le bon choix. Notre morale n'est pas un miracle, c'est une mémoire active du vivant qui a su évoluer. C'est cette évolution de l'homme à travers l'émancipation que j'aime dans la pensée de Bakounine. Ce que je défends ici n'est donc pas une morale universelle pour tout le vivant. Je ne parle pas d'un code éthique qui vaudrait pour les plantes, les animaux ou les étoiles. Je parle d'une conscience propre à l'humain, une forme d'intelligence éthique, née du fait qu'il peut dire non. On peut tuer mais choisir de ne pas le faire, on peut dominer mais choisir la coopération. Cette possibilité de choix, cette liberté morale lucide, qui fonde ce que j'appelle le principe de précaution morale. Attention ici, on s'accroche un petit peu. C'est la règle éthique, minimale, selon laquelle tout acte ayant un impact négatif sur un autre être vivant, ou sur un équilibre vital, doit être strictement justifié par une nécessité de survie, de défense ou de préservation fondamentale. Il repose sur la conscience humaine de ses actes, et sur la capacité à en évaluer la portée destructrice. Il exclut la violence, la souffrance ou la domination gratuite, et propose une éthique sobre, issue non d'un dogme ou d'un idéal abstrait, mais de la logique organique du vivant conscient. Nous tendons vers la pérennisation de la vie, parce que nous sommes la vie. Il s'applique là où existe une liberté de choix et une conscience de l'impact. En ce sens, il constitue un idéal inatteignable, mais structurant, vers lequel on peut tendre pour réduire volontairement la part d'injustifiable dans le mal que nous causons. Et bien sûr, ce principe, s'il est poussé à l'extrême, tend vers une forme d'absolu moral, presque inhumain finalement. Parce que vivre, c'est toujours impacter, modifier, transformer. Mais c'est justement pour cela qu'il a du sens, parce qu'il n'ordonne rien, parce qu'il oriente sans imposer, parce qu'il trace une ligne de tension dans un monde saturé de violence, de justification et d'oubli. Et surtout, parce que si l'on reconnaît cette capacité morale comme donnée constitutive de l'humain, alors elle peut devenir notre seule vraie boussole. Non pas une morale venue d'en haut, ni imposée de l'extérieur, mais une lucidité intérieure, éveillée par l'expérience et l'éducation. Dans ce cadre, la morale cesse d'être une idéologie, elle devient une vigilance, une science du lien, une résistance au délire abstrait. Elle empêche de sombrer dans les doctrines qui broient l'humain au nom du bien. Bakounine dit encore, cette morale n'ordonnera rien, elle refusera absolument de modeler l'individu selon une idée abstraite, comme elle refusera de le mutiler par la religion, la loi et le gouvernement. Elle laissera la liberté pleine et entière à l'individu. Elle deviendra une simple constatation de fait, une science. Dans ce sens, elle devient aussi un antidote, car comme le disait Voltaire, ceux qui peuvent vous faire croire des absurdités peuvent vous faire commettre des atrocités. La capacité morale est peut-être ce qui nous évite les deux. Croire sans comprendre, agir sans conscience. Ce que je défends ici n'est pas un dogme, ni une loi gravée dans la pierre. C'est une asymptote morale. Je m'explique. L'asymptote morale, c'est la tendance éthique vers laquelle une conscience humaine peut se diriger sans jamais l'atteindre, mais dont la seule orientation structure et élève les choix. Par analogie avec l'asymptote géométrique, une ligne que la courbe approche indéfiniment sans jamais la toucher. Elle incarne un idéal inatteignable, mais fécond, qui permet de réduire volontairement la part d'injustifiable dans nos actes, sans prétendre les purifier totalement. Le principe de précaution morale n'exige pas la perfection. Il n'impose pas la sainteté, il propose une direction, une tension féconde vers ce que nous savons être mieux, même si nous ne pouvons pas toujours l'atteindre. Et dans un monde qui dérive, tendre vers une impossibilité lucide vaut mieux que céder à une facilité injustifiable. Voilà ma morale. Pour finir, j'aimerais tenter d'appliquer mon raisonnement à une contrainte simple, l'alimentation, ou comment l'asymptote morale se matérialise. Si l'on suit le principe de précaution morale, il est logique de penser que l'humanité pourrait un jour renoncer à la consommation d'animaux, ou du moins en réduire fortement l'usage, à mesure que la souffrance animale devient de mieux en mieux documentée,
les alternatives végétales, cultivées ou synthétiques deviennent accessibles, et que le besoin vital de tuer pour vivre disparaît. Dans cette perspective, manger de la viande sans nécessité devient une entorse éthique, de plus en plus difficile à justifier. Mais cette évolution ne suit pas une logique d'interdiction totale. Elle illustre plutôt la fameuse asymptote morale, tendre vers une éthique parfaite sans jamais l'atteindre, mais en réduisant progressivement la part de violence gratuite dans nos choix. La société n'a pas besoin de devenir végane à 100% pour valider cette tendance. Il suffit de constater que le périmètre de notre conscience morale s'élargit, que l'on tue moins, que l'on doute plus, que l'on cherche d'autres voies. Ce n'est pas le fait de tuer qui est condamnable, mais la perte de sens et de lien dans l'acte. C'est peut-être ça au fond, la marque du vivant conscient. Non pas l'innocence, mais la lucidité de ses contradictions. Merci de m'avoir écouté.